Bonjour à toutes et à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépend évidemment quand vous écoutez ce podcast. Bienvenue dans l'Outlap, c'est le nouveau podcast Auto Hebdo, c'est notre tour de sortie du week-end, finalement, après le week-end de compétition. On va donc sur autohebdo.fr pour revenir sur ce qu'il s'est passé également, bien sûr les grandes informations. On débattra ensemble, on parlera Formule 1, Endurance, Rallye, MotoGP, IndyCar, Tractor Pulling, s'il se passe des choses intéressantes, on ne sait jamais. Il faut toujours être ouvert évidemment et c'est ce que vous adorez dans Auto Hebdo. Une belle journée le lundi, hein. Vous aurez votre podcast tous les lundis après-midi et à 20h, on rappelle évidemment le magazine disponible dans sa version numérique avant d'être disponible le mercredi bien sûr en kiosque. À mes côtés aujourd'hui pour cette première, vous verrez que ce sera une équipe qui tournera évidemment au fur et à mesure des épisodes. Vous apprendrez à connaître un petit peu toute l'équipe d'Auto Hebdo. À mes côtés, Jérémy Satis, notre expert Formule 1. Comment ça va ? Eh ben ça va très bien, ravi de lancer tous ensemble ce nouveau projet et ce nouveau podcast en espérant que ça plaise à tout le monde, tout simplement. Ah oui, ce serait l'objectif. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Si une personne trouve que ça ne lui plaît pas, du coup, nous aurons raté. Nous n'aurons pas réussi ce que voulait Jérémy et nous en serons donc évidemment excessivement déçus. Mais voilà, il faut réussir parfois à se relever. À mes côtés également, Dorian Grangier. Comment va-t-il ? Expert tout finalement. Hein. Dorian, c'est ça, touche à tout. Le couteau suisse. Exactement, l'Auto Hebdo. Écoutez, ça va très bien. La F1 reprend ce week-end, donc on ne peut aller mieux finalement. C'est vrai, c'est la Race Week. Ça y est, ça faisait 4 semaines qu'on n'avait plus entendu ces deux mots et maintenant, ils nous ont inondés. Sachez que nous enregistrons à 10h30 du matin, je l'ai déjà vu 74 fois sur Twitter, c'est terrible. Hein, J'ai même vu Rosick sur Ferrari, moi. Oui, parce que ça c'est une vanne qui n'a été que trop peu faite. C'est vrai. Et je trouve que c'est très bien. C'est excellent, effectivement. Aujourd'hui, on va parler de Formule 1 dans cette émission. On commencera par Andrea Kimi Antonelli. Le pilote italien doit-il rejoindre Mercedes dès 2025 ? On vous en parlera. On reviendra évidemment aussi un petit peu sur sa carrière jusqu'ici. Et puis on reviendra sur les courses du week-end. Il y avait de la moto, il y avait de l'IndyCar notamment. C'est ce dont on vous parlera dans ce premier numéro de l'Outlap. Commençons, messieurs, rentrons directement dans le vif du sujet. On va donc parler aujourd'hui d'Andrea Kimi Antonelli, puisque on ne sait toujours pas qui sera l'équipier l'an prochain de George Russell chez Mercedes. On sait que ce ne sera pas Lewis Hamilton, puisqu'il a signé en début d'année déjà pour piloter chez Ferrari l'an prochain. Il fera équipe avec Charles Leclerc. Les chaises musicales se poursuivent. Carlos Sainz part chez Williams, ainsi de suite. Mais donc, chez Mercedes, il reste toujours un baquet de disponible, un baquet qu'on aurait pu imaginer extrêmement alléchant. Et puis finalement, chaque pilote qu'on imaginait chez Mercedes, que ce soit Carlos Sainz, que ce soit Esteban Ocon, ces pilotes-là ont signé ailleurs. Et au final, on se demande un petit peu qui pourrait remplacer Lewis Hamilton. Est-ce qu'on ne tenterait pas le pari d'aller du côté d'Andrea Kimi Antonelli, qui est actuellement en Formule 2 ? Et je vais d'abord me tourner vers Jérémy pour remettre un peu en contexte qui est Andrea Kimi Antonelli, parce que globalement, je pense que les auditeurs seront d'accord pour dire que on nous dit que c'est un crack depuis quelques années, mais quelles sont les preuves tangibles peut-être de cela ? C'est vrai qu'il y a ce petit décalage entre ceux qui ont l'habitude de suivre les pilotes depuis le plus jeune âge et ceux qui sont principalement concentrés sur la Formule 1, c'est-à-dire les trois quarts des gens, et c'est bien normal. Même dans le paddock, à discuter un petit peu avec certains agents, certains patrons d'écurie, Andrea Kimi Antonelli, c'est un petit peu une espèce de lueur. Il y a quelque chose visiblement, mais beaucoup disent qu'on n'a pas encore vu grand-chose en Formule 2. Pour comprendre pourquoi il y a une telle hype autour de l'Italien, déjà il faut préciser son âge, 17 ans, il va avoir 18 ans dans quelques jours, là, pendant le week-end de Zandvoort. Et surtout, c'est quelqu'un qui a absolument tout gagné jusqu'alors, notamment en karting, le championnat d'Europe 2 fois, ce qui est très 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 difficile à obtenir, surtout en catégorie hockey, qui est la catégorie senior. Derrière son passage en Formule 4, il a fait quelques courses vraiment préparatoires en F4 italienne. Il est allé gagner la F4 italienne et la F4 allemande la même année, comme Biermann l'année d'avant. Ça, c'est un vrai marqueur de talent. C'est les deux championnats les plus relevés, chacun dans leur pays, et globalement. Ensuite, en tout cas, à l'époque où ça a été fait, parce que dans le championnat allemand,
a disparu, mais tout à fait. Et puis derrière, surtout, gagner la F4, c'est quelque chose, mais passer en Freca, on sait que c'est très très difficile, c'est une voiture très très compliquée à conduire, pour s'y adapter c'est aussi particulièrement compliqué. Aucun rookie ne l'avait gagné depuis Lando Norris, je crois que c'était en 2016. Eh bien, il est le premier à avoir réussi pareille performance qui contextualise et permet de situer un petit peu la perf. Et derrière Mercedes, parce que c'est un choix de Mercedes, qui décide de le faire passer directement de la Freca à la Formule 2. Alors là, c'est un bond intersidéral. Ils avaient quelques bonnes raisons de le faire. Hein. Leurs arguments étaient particulièrement audibles. Dont la nouvelle voiture qui est arrivée cette année, donc qui nivelle un peu les performances et les connaissances. Ouais. Tout à fait, et il se trouve qu'il y a plusieurs façons d'analyser la saison de Formule 2 de Kimi Antonelli. Hein. Il est actuellement 7ème avec 87 points. Il aura fallu attendre Silverstone pour le voir monter pour la première fois sur un podium. Un petit peu trop long pour certains, surtout quand on sait que le gamin est annoncé comme le futur Lewis Hamilton. Voilà, ceci dit, depuis 2 victoires, dont une en course principale, avec beaucoup d'intelligence. Ça a beau être une saison un peu particulière pour son écurie Prema, il est quand même associé à Oliver Biermann, qui sera en F1 l'année prochaine, qui est redoublant, qui a fait une grosse première saison, et il le devance. Alors même s'il y a il n'a pas été là à Jeddah notamment, mais voilà, c'est quand même globalement une bonne saison que fait Antonelli, quand on sait à quel point voilà, c'est difficile de faire le step qu'il a fait. Donc voilà un petit peu pour situer Andrea Kimi Antonelli. Et j'ai l'impression qu'il avait fait un peu pareil en Freca, où il a mis quelques meetings avant d'aller gagner. C'était à Spa, si je ne dis pas de bêtises, sa première victoire. C'est vrai que ça tarde toujours un petit peu, mais il y avait eu un petit peu plus de régularité on va dire sur les podiums en amont, mais c'est un championnat différent. En Freca, si tu es dans le top 3 en qualif, à 90% tu es dans le top 3 en course. En Formule 2, on le sait, c'est un peu plus complexe, il y a de la dégradation, il y a des arrêts au stand, il y a de la stratégie, donc forcément l'ordre se trouve un peu plus bouleversé en général, et la compétitivité aussi est évidemment plus élevée. Clairement. Et donc effectivement, toutes ces choses, tout ce chemin de vie, on va dire déjà d'Andrea Kimi Antonelli en Freca, en F2, en F4 également, fait qu'il fait partie des favoris certainement à l'accession au baquet Mercedes. Toto Wolff en a parlé toujours avec énormément de superlatifs, et à un moment donné on était même convaincu que c'était garanti et qu'il allait nous l'annoncer dès le mois d'avril. Finalement il a commencé à être un tout petit peu moins dithyrambique quand même, je pense principalement pour essayer de ne pas mettre trop de pression sur les épaules d'un gamin de 17 ans, ce qui est complètement compréhensible. Mais Dorian, toi, est-ce que tu irais jusqu'à lui donner un baquet de titulaire à 18 ans dans ce qui est une équipe à la base de pointe? Vous m'auriez demandé il y a 3 mois, j'aurais dit oui, c'est devenu une équipe de milieu de tableau, et maintenant c'est de nouveau une équipe de pointe qui a gagné les derniers Grands Prix. Donc est-ce que finalement ce serait une bonne chose? Enfile ton plus beau costume de Toto Wolff, Dorian. Voilà. Je vais faire mon agent. Alors, c'est vrai que c'est un peu un dilemme, mais en quelque sorte pas vraiment, parce qu'en fait Mercedes là-dedans, c'est un pilote qu'ils ont formé depuis maintenant 5 ans, et il est dans le giron, il est vraiment très prometteur et tout, donc on sent que Toto Wolff, il a envie de vraiment créer sa star avec Anthony, de faire un petit peu comme avait fait Marco avec Verstappen, on peut même dire Lando Norris chez McLaren, tu vois, qui est directement propulsé dans une équipe de pointe finalement. La question aujourd'hui, effectivement, c'est est-ce que 17 ans, c'est pas trop tôt et tout, mais on se posait la même question il y a 10 ans quand c'était Verstappen. Et finalement, le temps a donné raison à Red Bull. On avait critiqué quand il l'avait mis chez Toro Rosso en 2015, on avait critiqué Red Bull quand il l'avait remplacé Daniel Kvyat en 2016 au bout de 5 Grands Prix, et finalement ça leur a donné raison. Donc je pense que c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, si Mercedes dit que au niveau des essais, au niveau de la compréhension des Formule 1 et de l'adaptation, on va dire, c'est un pilote qui est très doué, on peut leur faire confiance. Voilà, aujourd'hui, on va dire ce qui pourrait empêcher Mercedes de sauter le pas, c'est on va dire l'héritage par rapport à Lewis Hamilton. Remplacer un septuple champion du monde, remplacer un pilote qui a gagné avec vous 6 titres,
c'est absolument... Enfin, il faut vraiment être exceptionnel, il faut avoir surtout une résistance à la pression qui est phénoménale. Antonelli, ça fait depuis le mois de février qu'on l'annonce chez Mercedes, et on l'a très bien vu qu'au début de la saison Formule 2, ça a dû un peu le perturber, parce que franchement, sur les premières courses, il nous a un petit peu déçus par rapport notamment à l'attente énorme qu'on mettait sur lui. Là, au fil des courses, ça commence à se libérer un petit peu, il a enfin décroché des podiums et des victoires, donc on espère pour lui que ça va s'enchaîner. Voilà, faut pas oublier non plus que Mercedes prépare 2026. Il y a un gros projet derrière. Si on suit un petit peu ce qu'on nous dit, comme quoi le moteur Mercedes serait déjà très performant sur le banc, ça serait pas une mauvaise idée de préparer Anthony pour une année, quitte à la limite le laisser en second pilote. Il fait ses courses, laisser George Russell. On sait très bien que la révolution de 2026, comme en 2014, peut propulser Mercedes au sommet et commencer une nouvelle ère de nomination. Donc il y a beaucoup d'arguments pour, il y a beaucoup d'arguments contre, et on verra ce que fait Toto Wolff et Mercedes, mais Antonelli aujourd'hui, c'est une option qui est crédible, à voir avec le temps évidemment, mais ça on peut pas le savoir, mais à voir avec le temps si ça va marcher. Dorian pointait un point intéressant, il a parlé de Verstappen, d'Helmut Marko et Verstappen. Je vais rebondir un peu là-dessus parce que il y a quelque chose qui convient d'avoir vraiment à l'esprit et qui est très très important dans la tête de Toto Wolff, c'est que Toto, il a raté Max Verstappen à l'époque. Ils étaient en compétition Red Bull et Mercedes pour l'avoir. Et on peut même aisément dire que Mercedes tenait la corde à un moment très préliminaire certes, mais tenait la corde. Et voir depuis 3 ans, depuis le muret des stands de Mercedes, enfin depuis le garage, puisque lui est dans le garage, voilà, Verstappen enquiller les victoires et voilà, et les titres et être absolument très très performant. Je pense que c'est quelque chose qu'il a un petit peu quelque part, forcément en tant que compétiteur, et on le comprend en travers la gorge. Il sait détenir avec Andrea Kimi Antonelli une pépite dans ses rangs. C'est clairement ces dernières années le meilleur palmarès qui existe. Il y a certes Oscar Piastri, mais Piastri a vraiment monté les échelons les uns après les autres. Exactement. Il y a eu de mémoire, il y a dû avoir 2 saisons de F4, il y a eu 2 saisons de Freca. Il y a certes eu une seule en F3, une seule en F2, mais voilà, même en karting, Oscar n'a pas eu les résultats qu'a eu Kimi. Donc il sait tout ça et il faut vraiment le garder à l'esprit là-dessus. Prendre un risque, oui, mais j'ai l'impression que dans sa tête, le risque est très très mesuré finalement. Et on parlait de Piastri. Les 2 bonnes saisons que sont en train de faire, qu'est en train de faire Oscar Piastri, la première en tant que rookie, la deuxième la confirmation. Je pense que c'est quelque chose qui va aussi dans le sens de Mercedes et de Toto qui ont en plus beaucoup fait rouler Kimi Antonelli. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a peur de laisser les jeunes pilotes très jeunes aller en F1 en disant ils sont pas prêts. Mais ils sont tellement formatés, que ce soit en simulateur, que ce soit dans des essais privés. Anthony a déjà fait beaucoup d'essais de roulage avec la Mercedes de 2022, qu'ils vont arriver aux premiers essais hivernaux. Si Antonelli est pris par Mercedes en 2025, il aura déjà une expérience de la F1, même s'il a que 18 ans. Et j'ai l'impression que le public a un petit peu, on va dire, est un petit peu froid par rapport à ça, mais en fait, ils sont tellement formatés depuis leur plus jeune âge à être prêts à ce moment-là, que finalement le step il est peut-être pas si élevé qu'on se pourrait croire. Lui a grandi dans cet environnement-là puisque son père a été pilote en touring car et en GT et il détient d'ailleurs une écurie de GT4 italienne me semble-t-il, donc ça vaut encore plus pour lui. Mais moi je me pose une question vis-à-vis de ça parce que j'entends Dorian effectivement dire il faudrait mettre les jeunes pilotes en F1 et ça c'est vrai qu'on a une pénurie depuis quelques années et surtout une pénurie de places disponibles. Maintenant moi je me pose la question du message que ça enverrait. Si Mercedes aligne à 18 ans un jeune pilote qui a fait une seule saison de F2, quel message ça envoie à Pascal Wehrlein, à Esteban Ocon, à George Russell, qui eux ont été aussi les pépites de Mercedes à une époque. Jamais évidemment Ocon n'a été autant mis en avant qu'Andrea Kimi Antonelli, même si George Russell sortait quand même d'un palmarès junior assez éloquent. Et eux ont dû attendre, ils ont dû manger leur pain noir. Bon,
Pascal Wehrlein, on raconte en tout cas que ça n'est pas que sur le pilotage, en tout cas qu'il a été écarté et que sa carrière en Formule 1 se soit retrouvée écourtée. Mais bon, Esteban Ocon a dû aller passer chez Renault et prendre des voies annexes pour pouvoir continuer sa carrière en Formule 1 parce qu'il n'y avait plus de place pour lui et qu'on conservait Valtteri Bottas. George Russell a dû passer 3 ans chez Williams à sillonner les fonds de grille alors qu'on avait toujours aussi Valtteri Bottas qui était présent. Loin de moi l'idée de dire que Bottas n'était pas méritant, mais en tout cas on pensait quand même que Russell pouvait rapidement monter dans l'écurie principale. Quel message on envoie à ces pilotes-là qui sont passés par le même système, la même académie Mercedes, quand soudainement un pilote de 18 ans qui montre des choses en Formule 2, mais dans une saison qui est excessivement difficile à lire cette année, on le met directement en F1 pour remplacer en plus Lewis Hamilton. Je pense que le monde de la F1 et Toto Wolff notamment, le message c'est pas ce qui le préoccupe, on va dire. C'est un monde qui est assez cruel, hein, on l'a vu notamment par exemple avec Esteban Ocon justement en 2018 avec Racing Point notamment. Toto Wolff, lui, comme disait Jérémy, il a encore cette rancœur d'avoir raté Verstappen. Et s'il a l'occasion d'avoir une pépite dans son giron depuis 5 ans qui est fidèle, qui marche bien, qui est vraiment très prometteur, qui travaille bien, qui est à l'écoute, qui est... Très franchement, pourquoi pas y aller ? Et le message des Wehrlein, des Ocon, peut-être qu'à l'époque, ils n'étaient pas aussi prometteurs que ce qu'est Antonelli aujourd'hui. Et sûrement, je pense qu'il faut faire confiance à Mercedes. Hein, ils ont quand même produit de sacrés talents. Je pense que Mercedes l'a vu. Et Russell... Ça aurait été logique de voir Antonelli démarrer chez Williams finalement, puisque on va pas dire que c'est l'équipe B de Mercedes, mais il y a quand même de très forts liens entre les deux. Ouais. Exactement. Donc ça aurait été logique. Mais aujourd'hui, il y a un pari qui est à faire. McLaren l'avait pris par exemple avec Hamilton à l'époque. Ça avait marché. Il y a eu des exemples, il y a eu des antécédents, des précédents. Et Mercedes, ils l'ont pas ce précédent. Et je pense que Toto Wolff, qui a déjà tout gagné dans sa carrière, qui est un homme à succès et tout, il a envie de vraiment créer sa propre star et de dire c'est un pur produit Mercedes. Et je pense aussi pour la marque à étoiles, c'est aussi un gros bénéfice de dire voilà, c'est notre pilote depuis le début. Et s'il va chercher un titre de champion du monde, c'est un champion du monde Mercedes. N'oublions pas quelque chose, comme dirait un philosophe contemporain, la F1 elle a changé. Au sens où c'est sûr que George Russell, là, il doit avoir un petit peu les boules, parlons concrètement, de se dire, bon, bah, moi j'ai dû patienter 3 ans chez Williams, il dit souvent qu'il y en a eu au moins une de trop, mais qu'est-ce qui a changé par rapport à cette époque ? Williams, c'était une équipe qui était en difficulté, la F1, globalement, la deuxième moitié de tableau était en difficulté. Aujourd'hui, Williams, c'est une équipe qui est capable d'aller chercher des pilotes comme Carlos Sainz, comme Alexander Albon, on le voit même chez Haas. La F1 est en train de vivre un nouvel âge d'or financier grâce à pas mal de choses, grâce au budget cap notamment. On pourrait d'ailleurs retrouver un gros dossier, ça fera la une de notre édition de la semaine, voilà, un gros dossier sur l'argent et la Formule 1. Mais aujourd'hui, je me demande si Toto Wolff n'a tout simplement pas le choix que de mettre Andrea Kimi Antonelli, s'il ne veut pas le perdre, dans la Mercedes, parce que je me mets à la place de James Vowles, qui certes apprécie beaucoup Toto et lui doit beaucoup, mais la seule chose qui l'intéresse, c'est les intérêts de Williams. Et aujourd'hui, forcément, pour une écurie comme Williams, qui cherche pas son prochain champion du monde, mais qui cherche à faire 3, 4, 5 pas en avant, entre Sainz et Antonelli, je réfléchis pas une seule seconde. Et donc voilà, il faut quand même garder ça aussi à l'esprit, et voilà, ceci explique pas mal de choses, et sans doute le fait que Kimi va finir par aller chez Mercedes, puisqu'il n'y a plus grand monde sur le marché de toute façon. Oui, effectivement, c'était finalement le dernier point sur ce débat-là, qui est de dire aujourd'hui qui est-ce qu'il reste pour aller chez Mercedes, si on ne met pas Andrea Kimi Antonelli, parce que... Valtteri Bottas ? Allez, ça se tente, finalement. Ou alors on va faire une surprise, un Pastor Maldonado qui est toujours sur le marché depuis 10 ans. Exactement. Alex Palou, pourquoi pas ? Ça fait longtemps que j'ai pas prononcé le nom d'Alex Palou, tiens, voilà, j'avais envie... Ajoutons quand même que nos confrères, notamment britanniques, parlent d'une officialisation possible à Monza, donc dans une dizaine de jours, pour Kimi Antonelli. Moi, les différentes bribes d'informations que j'ai pu récolter sur la première partie de saison, notamment à Monaco et Silverstone, c'était quand même de dire que c'était quasi fait pour Kimi.
À Monaco, on m'a dit que c'était fait, mais que c'était évidemment pas annoncé. Enfin fait, que la décision était prise, rien n'était signé. À Silverstone, voyant que ça mettait du temps à prendre la mayonnaise en Formule 2, on m'avait quand même fait remonter quelques petits doutes. Ok, on va peut-être temporiser, attendre un petit peu. Il se trouve qu'Antonelli a eu la bonne idée de gagner à Silverstone. Même si ce n'était qu'un sprint. Derrière, il a gagné en Hongrie. Donc je pense que c'est des choses qu'on finit par, on va dire, convaincre définitivement Toto et son état-major qu'il prenait la bonne décision. Donc aujourd'hui, très clairement, je ne vois aucune autre issue possible. Je serais très 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 surpris de voir autre chose, à moins de voir... une nouvelle crise chez Red Bull Express avec Max Verstappen qui décide de partir via une clause ou autre et dans ce cas tout est possible, mais pour l'instant on en est encore très très loin. Non, clairement oui, ça allait en tout cas effectivement de se diriger vers là, puis l'annoncer à Monza serait évidemment tout à fait logique puisque Andrea Kimi-Antonelli est italien, dernier italien en Formule 1. Antonio Giovinazzi. Bravo. Ah non, oui, c'est vrai, Giovinazzi. Bon, on a tendance à l'oublier maintenant qu'il a gagné les 24 heures du Mans. Ça va leur faire bizarre d'avoir un bon pilote, les Italiens en Formule 1 quand même. Eh oui. Vainqueur des 24 heures du Mans. Moi, vous savez, moi, je ne souhaite que la paix des ménages, la paix des championnats entre eux également. Donc, vainqueur des 24 heures du Mans, Antonio Giovinazzi. C'est tout ce que je noterai. En tout cas, on voudra évidemment avoir votre avis. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, disponible juste en dessous de l'article sur autohebdo.fr. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment et que c'est la bonne personne, Andrea Kimi-Antonelli? On va l'appeler Kimi-Antonelli, hein, c'est très bien. Puis ça nous rappellera un autre Kimi. Donc, des bons souvenirs. Et si je peux juste redire un dernier point sur ce Kimi Antonelli, que je trouve super. J'ai eu l'occasion de faire quelques interviews avec lui et voilà, c'est un garçon chouette on me l'a toujours vendu comme quelqu'un de très très passionné par le sport automobile. On m'a souvent dit que les deux références absolues en F1 de ce point de vue-là, c'était Esteban Ocon et Fernando Alonso qui vivent pour ça. On m'a quasiment dit que Antonelli c'était vraiment le niveau dessus encore de monstre du fin du jeu quoi. Vraiment là-dessus, je me souviens qu'il a pris notamment depuis l'Italie où il était en cours le train tout seul pour aller jusqu'au Mans il y a 2-3 ans pour juste vivre les 24 heures du Mans et en tant que spectateur. Alors certes, il avait ses entrées dans le paddock, mais de façon complètement désintéressée. Et moi, il y a quelque chose que j'ai apprécié ces dernières semaines avec lui. Il a une pression monumentale. Il est épié de partout. Son nom est sorti partout dès l'hiver dernier. Honnêtement, c'est un contexte absolument horrible pour préparer une saison de F2, qui plus est avec un tel saut en provenance de l'Africa, pardon. Mais il a dit quelque chose récemment. Je ne sais pas si je suis prêt pour la F1. Et j'ai trouvé ça génial. Il y a une humilité qui est assez impressionnante. Ouais. Parce que normalement, forcément, les pilotes, et ça se comprend, aucune critique là-dedans, ils ont tendance à se vendre beaucoup, à exagérer certaines choses parce que c'est le milieu qui le veut. Et lui, il est là et il nous dit, est-ce que je suis prêt ? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisque je suis encore en train d'apprendre beaucoup en Formule 2. Je ne sais pas si je suis prêt pour la F1. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, s'il dit qu'il ne sait pas s'il est prêt pour la F1, pour moi, c'est qu'il est prêt pour la F1. Oui, c'est assez fort. D'ailleurs, tour de table. En un mot, Kimi Antonelli doit-il être chez Mercedes l'an prochain ? Pour moi, oui. 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 Bravo, Kimi Antonelli, vous avez 3 oui. On vous retrouvera à Baltar pour les primes. Alors, oui, bon, référence qui a maintenant un petit peu d'âge. Hein. Effectivement, si vous n'avez pas regardé la Nouvelle Star, eh bien écoutez, tant pis pour vous. Vous avez raté un pan de l'histoire télévisuelle française. J'en suis navré. Chacun sa culture. Exactement. Et après ce débat, messieurs, sur notre ami Kimi Antonelli, enfin notre ami, on lui demandera évidemment, on lui demandera son avis. Je suis pas sûr que ce soit d'accord. Voilà, je suis pas certain que l'amitié soit tout de suite réciproque. Hein, c'est quelque chose d'important l'amitié, mais on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end dans le monde des sports mécaniques. Alors autant la semaine précédente était vraiment une semaine de relâche pour quasiment tout le monde. Hein, voilà, il faut quand même un petit peu prendre son temps en été. Et ici, quelques championnats étaient
En piste, ce week-end a commencé par le championnat du monde de MotoGP, le championnat de vitesse moto, avec 2 victoires ce week-end de Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, et même double champion du monde en titre de la spécialité. Francesco Bagnaia qui a donc remporté le sprint de samedi avant de remporter le Grand Prix de dimanche, c'était en Autriche, sur le Red Bull Ring, qui a une petite particularité par rapport à la F1, c'est qu'il y a une chicane entre le premier et le deuxième virage, enfin celui qui est le virage 3 officiellement, puisqu'on avait eu en 2020, si je ne dis pas de bêtises, un accident absolument épouvantable, horrible, où Valentino Rossi a failli quand même être percuté par des motos, et donc voilà, c'était assez, quelque chose d'assez compliqué niveau sécurité, donc on a décidé de mettre cette chicane pour ralentir un petit peu les motos. Ça n'a pas empêché Ducati de continuer de dominer, évidemment, comme c'est le cas depuis le début de la saison. J'ai trouvé, messieurs, que Bagnaia était vraiment très impressionnant, parce que le samedi, le sprint, c'est pas trop sa tasse de thé, il l'a dominé, et le dimanche, il a été absolument impérial. On sait que c'est le dimanche où on marque le plus de points, finalement. Donc il a bien raison, il a bien raison de prioriser la course, que ça soit dans les réglages de sa moto, la gestion des pneus, et le sprint, on sait que c'est un peu la spécialité de Martinator, de Martin, et voilà. Après, Bagnaia, lui, il sait que sur peut-être le rythme de course, il est devant. Il est mieux, c'est un meilleur gestionnaire. On l'a encore vu ce week-end. Et Martin est un peu plus agressif. Donc finalement, Bagnaia, il faut qu'il continue d'engranger les points comme ça. Il faut surtout qu'il arrête de faire des petites erreurs qui peuvent lui coûter très cher et où Martin en profite pour revenir. Mais encore une fois, en Autriche, on l'a vu, on a l'impression de vivre le même classement chaque week-end, où on a les 2 protagonistes en tête. On a un Marc Marquez qui démarre pas qui part de loin ou qui démarre pas bien, qui fait des remontées fantastiques. On a un Bastianini qui, au fil des courses, commence vraiment à montrer un rythme très intéressant. Je pense que ce championnat-là va se jouer entre les 2 de devant, mais les 2 qui sont derrière, Bastianini et Marquez, vont vraiment être les arbitres de cette fin de saison. Ouais, ils vont venir s'intercaler à certains moments. Et donc, si j'ai bien compris, c'est notre première, donc on prend évidemment nos marques. Si j'ai bien compris, donc on va citer tous les surnoms. Les surnoms, exactement. Voilà. Il y aura Bob l'éponge, tout ça. Il faudra suivre. On commencera à connaître, là, il va falloir s'accrocher. Est-ce qu'on est là pour se dire la vérité ou pas ? Ah non, moi depuis le début, je ne fais qu'utiliser une langue de bois, je vous adore tous les deux. Ravi de vous retrouver. Moi, je dois reconnaître que ce Francesco Bagnaia, du coup, pour ne pas citer son surnom, je l'ai toujours considéré un peu comme un champion, un peu par défaut, quelque part. Notamment au moment de ses premiers titres. Comme l'a dit Dorian, l'aspect un peu plus gestionnaire, peut-être moins clinquant. Je dois reconnaître que je suis en train de changer d'avis tout doucement. Et quelque part, la gestion, la constance, la régularité, la force mentale, c'est aussi des choses qui font d'un champion un beau champion. Je pense que Martin m'impressionne beaucoup plus, on va dire, au jour par jour, mais c'est vrai qu'au bout du compte... faut reconnaître que Bagnaia est aujourd'hui très 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 complet. Je pense qu'il y a aussi la confiance qu'a dû entrer en ligne de compte. Plus on gagne et plus on gagne, forcément. Donc voilà, je tenais quand même à m'excuser auprès de Monsieur Bagnaia pour mon jugement préliminaire complètement tronqué sur lui. On lui transmettra, ne vous en faites pas, mais c'est vrai que moi en plus, quelque chose m'énerve vis-à-vis de Francesco Bagnaia, c'est que à chaque fois qu'il fait quelque chose, qu'il réalise quelque chose, parce qu'il en a fait des performances qui avaient été jamais vues, et ainsi de suite, vraiment il a quand même fait des choses assez importantes dans sa carrière déjà, à chaque fois c'est oui mais la Ducati domine, oui, mais Marquez a une moto de 2023, oui, mais ceci, oui, mais cela. L'an prochain, il sera dans la même équipe que Marc Marquez. Oui, il aura mais la Marquez même moto. Aura à quel âge? Il n'est pas si vieux que ça, Marc Marquez. C'est l'avantage, c'est qu'il a commencé assez jeune. Donc, je pense que l'an prochain, si Bagnaia venait à battre Marc Marquez à plat de couture, ce qui n'est pas gagné, je ne dis pas ça, mais s'il venait à le faire, on devrait quand même commencer à admettre que le garçon, ça serait potentiellement son 4e titre de suite s'il venait à gagner aussi celui de cette année. Ouais. Le garçon fait partie quand même de la cour des grands, c'est sûr, c'est peut-être pas Valentino Rossi, c'est peut-être pas ces pilotes vraiment légendaires, Marc Marquez sur ces années Honda, peut-être pas, mais en attendant, j'estime qu'on n'est plus vraiment sur un champion au rabais. Même sa saison 2021 où il finit vice-champion derrière Fabio Quartararo, il revient de quelque chose comme 65 ou 70 points de retard. L'année suivante, il est champion du monde en ayant eu 91 points de retard à un moment donné dans la saison.
Donc il y a quand même des performances qui sont à noter. Et puis, encore une fois, moi, la dernière chose que je dirais là-dessus, d'accord, la Ducati est la meilleure moto, il y en a 8. Donc il faut quand même aller battre 7 pilotes Ducati tous les week-ends, qui sont pas des manches en plus pour la plupart, donc ça reste quand même une belle performance. Et les critiques que tu soulèves là, comme quoi il a la meilleure moto et tout, c'est des critiques qu'on voit dans tous les sports finalement. Oui. Quand quelqu'un domine, il y a forcément une part de responsabilité de l'équipe, de la moto, c'est la meilleure donc forcément il est obligé de gagner, etc. Comme tu le dis, hein, il y a beaucoup de Ducati sur la grille, il faut déjà les battre en premier lieu, et Bagnaia, oui, il est quand même double champion du monde, peut-être bientôt triple champion du monde. En tout cas, on lui souhaite, on souhaite que le titre, la quête du titre aille jusqu'au bout, hein, pour que le suspense soit entier. Mais Bagnaia, faut quand même lui donner du crédit. Hein, c'est quand même un très très bon pilote, et il résiste quand même face à un Jorge Martin qui est très très solide aussi. C'est vraiment un nouveau duel moderne, on va dire, ce match entre Bagnaia et Martin, et c'est pas pour nous déplaire. Ouais, ça peut donner plus de crédit justement aux performances de l'un et de l'autre, hein. C'est d'avoir cette bagarre, ça se rend coup pour coup, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il y a 5 points d'avance au championnat pour Bagnaia sur Martin, et on a fait actuellement 22 courses. Il en restait une bonne vingtaine, hein, du coup, dans ce championnat MotoGP, puisqu'on rappelle, il y a 2 courses par week-end, forcément. C'était le 11e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Autriche. Encore faut-il qu'il n'y en a pas qui soient annulés en cours de saison, comme on a pu le voir avec le Kazakhstan. Non, là, ça devrait être bon maintenant. Je crois que les Grands Prix qui restent devraient être assez stables, et ça devrait être safe. On vous reparle évidemment dans quelques semaines quand il y aura une annulation de confirmée, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe quand des gens font des podcasts. Ce week-end, il y avait également de l'IndyCar. Donc là, écoutez, enfin, nous parlons d'une vraie discipline de sport auto, ça me fait plaisir. Il y avait donc la manche d'IndyCar de Gateway, c'est à Saint-Louis, dans le Missouri, un petit ovale, ma foi, fort sympathique, l'ovale de Gateway, et une victoire de Joseph Newgarden, ce qui semble tout à fait normal. Sur un ovale, hein, voilà. C'est normal. Sur un ovale, Joseph Newgarden s'impose, mais petite forme, hein. Sur 4 ovales cette année, il n'en a gagné que 2. c'est beaucoup moins que l'an dernier. Il en reste encore quelques-uns. C'est vrai qu'il en reste encore 3 pour peut-être aller augmenter ce score sur la saison. Joseph Newgarden qui s'est imposé malgré un tête-à-queue dans les derniers tours de l'épreuve. Il a fait une petite erreur. C'était quelque chose d'assez particulier, puisqu'en fait la ligne extérieure fonctionnait bien pour les pilotes, mais il s'était retrouvé à dépasser Alex Palou, le leader du championnat. Palou a légèrement glissé de l'arrière, ça lui a fait prendre 10-20 cm de plus sur la droite. Newgarden a compensé en allant un peu plus à l'extérieur, il s'est retrouvé dans les marbles, et il est parti en tête à queue, heureusement en ne touchant rien, et ça lui a ensuite, ça ne l'a pas empêché de remporter cette épreuve. Mais du coup, ce qui est quand même assez fou, parce que malheureusement Newgarden, on l'écarte de la lutte pour le championnat, c'est clair qu'il ne sera pas champion pour la 3e fois cette année, mais avec un départ en 16e position, on pouvait imaginer qu'Alex Palou allait perdre gros sur ses rivaux au championnat. Il a donc augmenté son avance. Comme attendu. Voilà, comme attendu, comme ce que fait Alex Palou et ce que faisait Scott Dixon en son temps également, puisque Alex Palou a maintenant plus de 50 points d'avance au championnat, plus d'une victoire d'avance sur Colton Herta, qui prend la 2e position, alors qu'il partait 24e de cette épreuve. Et en fait, je trouve que cette course symbolise totalement la manière de faire d'Alex Palou, qui est qu'il va aller dominer et archi-dominer sur les circuits où ça va très bien, et quand il doit limiter la casse, il va quand même finir dans le top 5. Et ce qui est même encore plus impactant, je trouve, sur cet aspect-là, c'est qu'il a terminé derrière Colton Herta, il perdait donc des points sur Colton Herta, qui a été pénalisé pour avoir bloqué un autre pilote 2 tours avant, et du coup il termine devant. Donc c'est quand même assez fou. C'est la force du champion et la chance du champion finalement. Et là, effectivement, il pourrait devenir triple champion. Ça pourrait également être le premier pilote à gagner 2 titres de suite depuis 2011. Il est assez impressionnant de régularité, je trouve, parce que je voudrais pas me fâcher avec toi, Michael, mais moi, quand je regarde l'IndyCar, je me dis quand même souvent que c'est un petit peu la roulette quand même de temps en temps, que c'est compliqué d'être régulier dans ce championnat, ou en tout cas de faire en sorte de maîtriser tout ce qui s'y passe. Et je vois que cette saison, il a quand même très 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 souvent fini dans le top 5. C'est quand même assez remarquable. J'ai vu qu'il y avait 2 courses seulement, je crois, durant lesquelles il n'a pas terminé dans le top 5. Je trouve ça quand même assez fou, et je vois que personne n'est capable de faire la même chose. Donc là-dessus, c'est assez bluffant, je trouve, et de toute façon, on sait que c'est là-dessus que se jouent les titres, hein, que ce soit en IndyCar ou ailleurs. Donc un grand bravo à lui, d'autant que c'est quelqu'un qui, lorsqu'il était dans les formules de promotion européennes, n'avait pas forcément été
ultra bluffant. Il était solide, hein, attention, mais c'est pas quelqu'un qui était particulièrement bluffant. Comme quoi, avec le travail et en trouvant le bon cadre, on peut réaliser de grandes choses. Donc, bravo, Monsieur Palou. Mais oui, bravo, Monsieur Palou. Et l'an dernier, je crois que sa pire position à l'arrivée en 2023, c'était 8e. Ah ouais. Il faut se rendre compte quand même de la capacité qui est complètement folle. Ici, il a eu, c'est sur l'Iowa Speedway, il s'est craché malheureusement lors de la première course du week-end. On pensait que ça allait, peut-être faire dérailler ses chances de titre. Il a terminé 2e le lendemain pour montrer que vraiment c'était toujours le patron. Donc Alex Palou qui pourrait de nouveau être champion, mais il reste encore 3 ovales sur les 4 dernières courses. Après, on n'arrête pas de dire que c'est son talon d'Achille, mais au final, il prouve ici qu'il peut faire aussi de très bonnes performances sur ces pistes-là. Donc, je vois mal comment on pourrait aller le chercher, surtout quand on a des pilotes comme Will Power, qui est un grand champion. Hein, je ne conteste pas ça. Mais ce week-end, c'était pas terrible, hein, disons. Il jouait la victoire. Hein. C'est pas en performance pure, mais il jouait la victoire contre David Malukas. J'estime que c'est lui qui a percuté Malukas et pas l'inverse. Donc pour moi, il vient vraiment se rabattre sur la trajectoire de Malukas qui était vraiment à côté et qui cause l'accident de l'Américain. Et puis il y a cette relance en fin de course où il se fait percuter par Alexander Rossi. Il adresse un geste d'humeur, appelons-le comme cela, envers son propre équipier Joseph Newgarden. C'est les États-Unis, c'est normal. Ouais, non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il fait un doigt d'honneur à Newgarden quand il passe, et après, dans l'interview, il dit « Oui, non, mais c'est le leader qui a fait n'importe quoi. Je ne sais pas qui mène. » Si, tu sais qui était en tête à ce moment-là. Et c'est ton équipier, et c'est un petit peu embêtant, du coup, dans ce cas-là. Mais ça prouve que chez Penske, ça continue toujours d'y avoir des rivalités, des tensions. C'est compliqué pour une équipe comme ça, je pense, de pouvoir vraiment avancer et de... Surtout dans une aussi grosse équipe que Penske, avec la réputation et la force qu'a cette équipe avec toute l'histoire qui l'entoure. Ouais, clairement. Donc là, pour Will Power, c'est plus compliqué. Scott Dixon, l'autre prétendant au titre. 11e ce week-end. Ouais, il a tenté, il a fait une stratégie à Scott Dixon. L'an dernier, il a fait pareil, il a gagné avec 22 secondes d'avance. En faisant un pit-stop en moins, donc on s'est dit, on commence à le voir économiser, on le voit prendre la tête dans les pit-stops, on dit bon... Il se bat contre Nolan Siegel, le remplaçant de Théo Pourchaire pour la victoire. Siegel va trop vite dans les stands, il y a une pénalité. On se dit, Scott Dixon va gagner. Et puis soudainement, Scott Dixon a glissé au classement parce qu'il devait ralentir pour économiser suffisamment de carburant. Il termine 11e. Siegel termine 7 d'ailleurs. Hein. Je n'arrive pas à comprendre comment l'Américain s'est retrouvé à une telle position. Donc, si même Scott Dixon n'arrive pas à aller gagner des courses en faisant des stratégies à consommation, bien là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Enfin, Pato O'Ward était le dernier des vrais prétendants au titre, mais malheureusement, je pense aussi que ses chances se sont envolées. Michael, toi qui suis l'IndyCar pour nous, est-ce que tu saurais nous dire là, il reste 3 manches, il me semble, c'est ça, 3 manches, 4 courses Non, il reste 4 courses sur 3 week-ends, effectivement. Voilà. Qui est encore en lice pour le championnat réellement, parce que le système des points en IndyCar peut être parfois difficile à comprendre pour nos auditeurs comme pour moi, hein, très honnêtement. Donc, surtout pour Jérémy. Surtout pour moi. Ça c'est très important. Toujours poser les questions qu'on se pose en disant non mais c'est pour les auditeurs. Pour les auditeurs, exactement. C'est pour qu'ils comprennent mieux. Hein, toujours. Vous remarquerez que je me suis pas caché quand même. Non c'est beau. Ça j'admire cette franchise. Aujourd'hui je dirais qu'il en reste 5 des prétendants et 5 en étant gentil, non, puisque Palou a 443 points, derrière Colton Herta on a donc 384, vous allez me dire le gap est énorme, c'est 55 à peu près. Mais entre Herta qui a 384 points et McLaughlin 5e qui en a 370, tout est très serré, donc à mon avis ces 5 là pourraient encore aller chercher le titre. Plus compliqué pour Howard. C'est fini, je pense. Howard il a 98 points de retard, casse moteur ce week-end, après on n'est pas à l'abri que ça arrive également à Pato O'Ward, avec ces systèmes hybrides qui sont arrivés en cours de saison. Mais ça me paraît quand même très compliqué. De toute façon, McLaren ne le méritait peut-être pas trop cette année, sans doute. On les a vus un petit peu moins fringants que les dernières années, notamment en première partie de saison. C'est un peu mieux là. Mais... C'est une saison très Arrow McLaren finalement, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a toujours été... c'est ce que disait Pato O'Ward quand il jouait le titre en 2021 contre Alex Palou. Je l'avais interviewé à la dernière course de la saison, il me disait... En fait, ce qui est embêtant, c'est que je ne suis jamais arrivé sur un circuit avec la meilleure voiture. Ils avaient toujours la 2, 3, 4e voiture, mais il n'avait jamais vraiment les moyens de dominer. Il l'a fait à Mid-Ohio, donc il y a déjà ce petit mieux, mais c'est un peu là où se situe toujours McLaren. Pour moi, il y a toujours Penske, Ganassi qui sont top 2, et derrière, un peu en retrait, on a Arrow McLaren qui boxe un peu avec les armes qu'elle a. Donc ouais, je pense que Howard, c'est un petit peu loin pour lui pour le titre. Ce serait très drôle que Scott McLaughlin l'emporte au final.
puisqu'ils ont fait un shooting photo devant la Grande Arche du Missouri, qui est un des éléments vraiment iconiques, on va dire, de cet endroit-là, et ils avaient invité Palou, Herta, Dixon, Power et Howard. Donc ce serait très drôle que le champion ne soit finalement pas dans la photo, qui était faite avec le trophée. Je pense quand même, si je dois me mouiller maintenant, vous allez voir que c'est... Attention, hein, ça va être vraiment un pari gigantesque. Je pense qu'Alex Palou va gagner le titre. Ouais, je sais. Je sais, on prend des risques ici, c'est important dans ce genre d'émission, mais je vois difficilement quand même comment ça pourrait lui... Moi, je mets une pièce sur Stingray. Ouais, Stingray Rob, qui, honnêtement, est 20e du championnat. Pas mal, hein. Ça, ouais, il est derrière Pietro Fittipaldi. Ah oui, quand même. Ah oui, j'aurais pas pensé qu'il était derrière Pietro Fittipaldi. Oui. Mais il a fait un top 10 ce week-end, Stingray Rob, comme quoi c'est assez rare. C'est son premier top 10 de l'année, d'ailleurs. Donc, non. Et le dernier, accessoirement, sans doute. C'est possible. Après, on sait jamais. Hein, sur les ovales, chez Foyt, ils sont pas mauvais. À noter qu'il y a une nouvelle course ce week-end du côté de Portland et il y aura Yuri Vips qui fera son retour pour le plus grand plaisir, j'imagine, de beaucoup de nos auditeurs. Yuri Vips, le pilote estonien qui était en Formule 2 jusqu'à ce qu'il ait la bonne idée de jouer à Call of Duty. Exactement. Et surtout de parler pendant qu'il jouait à Call of Duty. Sincèrement, un super pilote, notamment en qualification. C'est quelqu'un qui va très vite. Ça peut être un petit peu plus compliqué parfois, son plan mental ensuite, notamment en course, mais il a une adaptabilité qui est phénoménale et une pointe de vitesse qui est dingue. Donc c'est bien de voir des super pilotes comme ça aller en IndyCar. Et je trouve que l'IndyCar, en s'ouvrant de plus en plus aux pilotes européens aussi, se fait du bien à elle-même. Donc c'est chouette à voir et j'ai hâte d'observer tout ça. Ouais, Bobby Rahal, son patron d'équipe, est vraiment un grand fan du pilote Yuri Vips. Et il a expliqué aussi, voilà, c'est ce que j'ai aimé aussi quand il est arrivé en IndyCar l'an dernier. Il s'en est pas caché. Il a été interrogé évidemment sur ses propos et il a expliqué que voilà, bon, il avait. Après, c'est toujours quelque chose de difficile. Les propos sont ignobles, on est d'accord, mais il faut pas oublier que ce sont des jeunes pilotes qui sont parfois des jeunes hommes. Yuri s'est excusé voilà. Platement, a reconnu ses torts. Et il a fait aux États-Unis pas mal on va dire quasiment de soutien scolaire. On ne sait pas trop comment on peut le dire. En tout cas, il s'est engagé dans plusieurs programmes. Sensibilisation. Voilà, de sensibilisation pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est chouette parce que c'est quelqu'un de bien globalement. Voilà, quand on discute avec ce genre de choses, c'est vraiment quelqu'un on le voit de posé, de très intelligent. Tout le monde peut faire des erreurs. Et ce qui compte, c'est évidemment d'apprendre. Et il semblerait que Yuri ait appris. Donc tant mieux qu'il puisse reprendre le cours de sa carrière tranquillement. Voilà. Et évidemment, rassurez-vous, parce qu'on ne fait pas l'apologie ou quoi que ce soit. Non. Si jamais il venait à réitérer ce genre de propos, là, rassurez-vous, on fait 1 heure d'émission en disant que c'est absolument insupportable. Hein. Voilà, que là, c'est terminé, il va falloir arrêter là. Nous aussi, on va arrêter là, mais pas avant d'avoir fait un petit jeu, parce que vous allez découvrir ça dans l'Outlap. C'est le Outlap du Outlap, si vous voulez. C'est le jeu, un petit peu le jeu de fin de repas, mais là, on n'a pas mangé. C'est le jeu de fin de podcast. Pour voir un petit peu comment mes camarades, voilà, quelles sont leurs connaissances, comment ils sentent un petit peu le sport auto. Alors, cette fois-ci, vu que c'est une première, on va faire le jeu qui est le plus large, qui est le plus facile aussi pour jouer chez vous à la maison, ou si vous nous écoutez en voiture ou quoi que ce soit, c'est le jeu de la grille. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là, parce que je peux avoir les résultats et les voir galérer, comme ça n'est pas permis, sur les différentes grilles de départ. Donc ici, on va simplement devoir, à tour de rôle, Dorian et Jérémy, citer différents pilotes qui ont pris part à un Grand Prix de Formule 1. Et vous voyez, j'ai dit, Dorian et Jérémy vont me donner des noms. Sachez que nous sommes même rejoints par Gonzalo Forbes. Comment ça va, Gonzalo ? Ça va, petite matinée tranquille aujourd'hui. Premier commentaire qu'on va voir sous l'émission, décidément, ils font pas grand-chose sur Auto-Hebdo quand même, hein, pour des matinées tranquilles. Non, mais voilà, on voulait avoir Gonzalo avec nous. Le but, c'est aussi que voilà, vous essayez de connaître évidemment le maximum de l'équipe d'Auto-Hebdo. Gonzalo, qui est l'un de nos spécialistes des formules de promotion, et ça ne va pas du tout l'aider sur cette grille-là, parce que c'est une grille de F1, hein, clairement. Pas dû venir, là. Ça, on verra après. Donc, le principe de la grille, quel est-il ? Je vous donne un Grand Prix de Formule 1. Ça pourra aussi se faire avec d'autres disciplines, mais je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait un Grand Prix de moto, ça aurait été hilarant, à quel point ça aurait été court. Donc, on va tenter de la Formule 1. Et à tour de rôle, vous allez me donner chacun un pilote qui était présent à ce Grand Prix, tout simplement. Vous avez le droit à une erreur. Est-ce qu'on a le droit de tricher ?
Écoutez, Comment vous oui, dire si vous le cachez extrêmement bien. D'accord. Voilà, c'est ça qui est important. Très bien. Voilà. Je suis à 2 doigts de leur dire de fermer leurs ordinateurs. C'est vous dire à quel point j'ai confiance en cette équipe. Gonzalo est arrivé sans Mais Gonzalo est très érudit et il n'a pas besoin d'ordinateur. Exactement. Il est l'ordinateur d'Auto-Hebdo. Voilà. Donc s'il fait 2 fautes dans les 2 premiers noms qu'il raconte, là par contre, on va avoir une crédibilité qui sera un petit peu Pression atteinte. maximale sur les épaules de Gonzalo. Aujourd'hui, nous allons partir en 2017, année du rachat de la Formule 1 par Liberty Media, mesdames, messieurs, et nous allons revenir sur le Grand Prix des États-Unis 2017 à Austin, au Texas. Austin, où d'ailleurs le vainqueur du concours Alpine Auto-Hebdo se rendra pour les 6 heures du WEC à Austin. C'est formidable, vous pouvez toujours voter jusqu'au mercredi 21 août, bien sûr. Dorian, c'est toi qui seras le premier. C'est toi le premier. Alors, je commence Tu dis un nom. par celui qui avait rejoint Renault juste avant, c'est Carlos Sainz. Tout à fait, il termine 7ème avec Renault. En effet. Gonzalo. Sergio Perez. Oui, Sergio Perez, 8ème. Est-ce qu'il faut dire l'écurie aussi? Non, non, mais ça va, c'est pas Parce qu'on blind... marque plus de points en Non, disant mais l'écurie. c'est pas un blind test non plus, ça va, calmons-nous. Sébastien Vettel. Oui, 2ème de ce Grand Prix. Bravo à lui. Et là, on va donner son coéquipier Kimi Räikkönen. Eh ben c'est oui, on ne l'a pas oublié, Kimi Räikkönen, bravo, il a fini 4ème ce jour. 3ème, pardon, ce jour-là, podium pour Kimi Räikkönen. On va parler du roi, Fernando Alonso. Ouais, abandon pour Fernando Alonso sur casse-moteur, ça C'est alors. La triste pire époque. ouais. C'était rare à cette époque-là. Lewis Hamilton. Vainqueur du Grand Prix des États-Unis, comme à peu près 19 autres fois, hein, c'est un petit peu son jardin, à Austin. Valtteri Bottas. Ouais, 5ème. Un petit peu habituel aussi quand il était chez Mercedes. Gonzalo. Je dirais le jeune Max Verstappen encore à l'époque. Et oui, le jeune qui termine 4ème avec Red sa Bull. Red Bull, ouais. Daniel Ricciardo. Oui, qui ne termine pas avec sa Red Bull, lui aussi avait eu un problème de moteur. Oui, c'était de circonstances à l'époque. Oui, ça arrivait souvent, effectivement, 2017 c'était pas facile. L'un des pilotes préférés de tout le monde, j'imagine, Lance Stroll. 11ème Lance Stroll. bavard. Il Lance était Stroll. déjà là. Il était déjà là, tout à fait. Première saison. Et là, je vois les yeux de l'ordinateur qui commencent déjà à douter. Ça commence à être dur. Le disque dur, il est rayé là. 2017. Vous en avez 10. Et je dirais Nico Hülkenberg. Et oui. Hülkenberg. À qui on souhaite un joyeux anniversaire. Tout à fait, quand on enregistre, c'est son anniversaire, bravo. Et il a abandonné sur pression d'huile, Nico Hülkenberg, au 3ème tour. Ça, c'est bien dommage. Romain Grosjean. Romain Grosjean, 14ème. Voilà, il n'y a pas de vanne, hein, c'est littéralement Voilà, c'est le Voilà. 14e. Stoffel Van Dorn pour nos amis ça. Oh belges. là là, ça y est, il nous sort du Stoffel Van Dorn qui a terminé 12ème. L'ami K-Mag, Kevin Magnussen. Tout à fait, Kevin Magnussen qui a terminé 16ème. Grand prix pour les As. Est-ce que Daniel Kvyat était déjà là? Et oui, Daniel Kiat a terminé 10ème. Était encore là, je pense surtout. C'est Ça, c'est à voir. Dorian. Je crois pas qu'on ait dit encore Esteban Ocon. On n'a pas dit Esteban Ocon, et il finit 6ème. Tout à fait. Alors là, ça commence à se resserrer. On a déjà fait Mercedes, on a déjà fait Red Bull, on a déjà fait Renault, on a déjà fait... Vous avez 16 pilotes, là, au total. Donc il en manque Il en 4. manque 4. Il en manque 4. Il y a une écurie que vous n'avez pas citée du tout. Et donc 2 écuries, vous avez cité un des 2 pilotes, si je ne dis pas de bêtises. L'ami Marcus Ericsson, si j'ai Tout dit à fait. pas de bêtises. 15e place pour bah oui. Marcus Ericsson. Je vais tenter une grosse cote. Toujours très peur de tes grosses cotes, Ouais. mon cher Jerry. Est-ce que Pierre Gasly était sur cette grille? Non, Non. Aïe, non, aïe, non, aïe, non, aïe, non, non, aïe, ça aïe, fait une aïe, faute. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'était pas justement le Grand Prix, je fais juste une parenthèse, où il était au Japon pour Tout à fait. Pour finir la saison Ah, de bah, Super c'est Formula, vrai, là, où qui n'a ils, pas fini. voilà, où ils ont annulé la course. Oui, oui, c'est vrai. Ça valait le ils coup. font. Et il finit un demi-point derrière le Exactement. champion. Donc on a dit Ericsson, donc je veux dire Pascal Wehrlein. Oui, Pascal Verlaine abandon sur accrochage. Mais il s'accroche avec qui pour être tout seul, avoir abandonné sur accrochage, Accroché tout seul, c'est triste. avec un cowboy. Du coup, eh bien Gonzalo, attends, parce que je regarde, j'ai l'impression qu'il en manque plus qu'un. Oui, 2. Non. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il en manque 2, mais il manque qui? Il manque lui, ça je suis d'accord. Ah oui, d'accord, oh oui, oh, il en manque 2.
Si vous nous De écoutez, deux peut-être- écuries différentes. de deux écuries Oui. différentes. Si vous nous C'est écoutez, le peut-être que coéquipier vous- de Stroll, donc j'arrive pas à me souvenir si du vous, tout. si vous avez peut-être la liste, vous dites mais c'est pas possible. Et c'est le seul que je pourrais trouver parce que l'autre, je n'avais aucune idée. Il va falloir un nom maintenant. Ça peut être Jean Lézy, hein, vraiment. Non, non, non. C'est 2017 Maintenant. Stroll Williams. Maintenant. Ça fait une faute. Sirotkin. C'était pas lui de toute Non. façon, donc ça fait une faute quand même. J'allais dire Sirotkin, Ok. mais... Mais Non. du coup, tu ne le dis pas et ça c'est Mais fort. du coup, je ne le dis pas. 2017. Oui. On États-Unis. est toujours en 2017 Toujours. et on nous est sommes aux États-Unis. toujours aux États-Unis. Hein. Toujours sur le circuit des Amériques d'Austin. Toujours. Toujours. Ça n'a pas changé. bougé. Non, non, non. Hmm, Canada 2002. Alors, Non, honnêtement, j'ai pas. Alain Prost. et non, et non. C'était pas loin, mais non. Felipe Massa. Oui, Felipe Massa, simplement. vice-champion du monde de Formule 1 fut une époque, on le rappelle quand Et qui même. de base ne devait pas disputer cette saison-là, non? Oui, il a été avait rappelé. Oui, il a C'est été ça. rappelé. Puisque Rosberg avait quitté Mercedes. Et donc, Il reste un pilote. un pilote 2017. Jérémy est éliminé. On a déjà fait. C'était encore Force India à l'époque. On a déjà fait Ferrari. As. Est-ce qu'on Toro peut Rosso. peut-être avoir l'écurie, l'identité Toro de Rosso. l'écurie? C'est Toro Toro Rosso. Rosso. C'est Toro Rosso, tout à fait. Est-ce que ça, il n'avait pas l'ami Brandon? Brandon Hartley, let's go! Bravo. Bravo, vous avez terminé cette. Eh bien, on a bien fait de vous avez ramener terminé Gonzalo cette- voilà, il nous a pour aidé. relever un peu le niveau face à Dorian parce que Mais c'est Dorian Dorian qui s'impose qui a avec c'est le- Dorian qui s'impose. C'est Dorian qui s'impose avec le moins de Non, fautes. Sirotkin, c'est 2018. Habituez-vous, s'il vous plaît. 18. Il remplace Massa justement, Oui. Sergei Eh Sirotkin. Et j'avais pris cette grille précisément pour le Pierre Gasly. C'était le petit twist. Le petit piège On a- dans lequel je suis tombé. Voilà, Aïe, aïe, donc aïe. c'était tout à fait ça. On espère que ça vous a plu cette petite grille parce que voilà, c'est toujours marrant. On aura d'autres jeux, rassurez-vous. Hein. On va m'appeler Guilux ici maintenant. On va créer des concepts à ne plus savoir qu'en faire. Je regarde- Momomotus. Non mais je regarde, il y a de la place ici. On peut faire des épreuves de Fort Boyard. Il y a moyen. Ce sera peut-être moins de la Formule 1, mais en tout cas, on tentera des choses. C'était le premier Outlap d'Auto Hebdo. Écoutez, je pense qu'on s'en est plutôt bien tiré. Est-ce qu'on va réussir à dépasser justement aux arrêts au stand? Est-ce qu'on va faire l'undercut? On verra. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi. On espère que ça vous a plu. C'est pour vous aussi les abonnés Auto Hebdo. C'est une manière pour nous de vous remercier et puis de vous offrir encore plus de contenu évidemment et de donner peut-être envie à certains de s'abonner à Auto Hebdo. Merci Dorian, merci Gonzalo, merci Jérémy. Merci à toi. Et on donne rendez-vous la semaine prochaine. du coup. Exactement, on se retrouve la semaine Ça se prochaine. prend. On parlera du Grand Prix des Pays-Bas de Zandvoort notamment. Donc il y aura pas mal de choses à en dire. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao ciao.